Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Oups. T'étais un peu loin du micro. Loin du micro. Elle était genre reculée, les bras ouverts, en regardant vers le ciel. C'est ça qui arrive quand on aurait juste 2 épisodes de suite. Ouais, le deuxième, Brûlé on est brûlé. Sorry. Not sorry. En plus, j'avoue que je suis un peu plus fatiguée que d'habitude parce que j'ai recommencé ma vie de personne qui travaille. Fini le congé de maternité. Oh. Oh. J'ai perdu ma compagne de mardi matin ou d'activité de semaine. Il me reste les vendredis. Wouh! Non, c'est déjà ça. Oui, on est vendredi aujourd'hui, c'est vrai. Ouais. Vive le 4 jours semaine. Ouais. Moi, je travaille à temps partiel, fait que de la maison. Pour ma soeur. Fait que je fais un peu n'importe quoi, n'importe quand. Pour les gens qui se disent, Colin, t'es en congé maternité, ça fait 2 ans, la fille? Ouais. Mais non, t'es plus. Mais non. Tu reçois plus d'argent de congé de maternité. Non! Non! OK, bref. Cesse de plaisanterie. Moi, puis les expressions. Trêve de plaisanterie. Trêve, oui, c'est bon ça. J'ai un shout-out à faire. OK, j'écoute. Andréane Étoile, elle nous a écrit. Andréane Étoile. Son nom Instagram. Elle nous écrit « Allô les filles, j'écoute plusieurs podcasts québécois de True Crime et je dois dire que vous apportez votre touche bien à vous qui vous rend unique. Oh. J'ai vraiment l'impression que mes 2 amis me racontent des histoires pendant que je fais mon ménage. Oh. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça, puis ça me fait vraiment un petit chaud au cœur. Oui, ça me fait plaisir. À un tel point que j'ai rendu ma sœur accro à votre podcast. Yeah! Elle écoutait seulement des podcasts en anglais, j'ai réussi à la convertir avec vous. Wouhou! Donc, petit shout-out à Isabelle, la sœur d'Andréane, qui a eu 30 ans le 12 février. Ah, bonne fête en retard. Ma fête, c'est le 10. Oui. On est pareil. Plus 3 ans. Oui, c'est ça. T'as pas 30 ans. Elle dit « Continuez de nous divertir, ça rend mon ménage tellement moins plate avec vos rires contagieux. Bonne soirée. » Oh, merci Andréane. Oui. Et merci Isabelle. Très contente de t'avoir convertie au podcast québécois. Oui. Je dois dire que moi non plus, j'écoutais aucun québécois. Aucun... Ça sera pas facile. J'écoutais aucun podcast en français avant d'en avoir un. J'écoutais juste des trucs en anglais. J'avoue que j'en écoutais pas beaucoup en français, mais il y en avait pas beaucoup de Québécois, mais ils sont tous apparus la même année que nous, quasiment, là. Ouais. Ou l'année d'après. J'ai tous rencontrés, ils sont vraiment fucking nice. Ouais. Écoutez, les autres podcasts True Crime québécois sont tous vraiment bonnes, puis... Captive, Distorsion, Les Petites Frousses, 911 Behind the Scenes. Ouais. Et j'en passe. On les a tous rencontrés, ils sont vraiment, vraiment nice. Fait que, où est-ce qu'on s'en va avec ça? J'avais des crimes de potins. T'en as 2? Ouais. Go. OK. Premièrement, il y a des nouvelles de Saint-Jérôme. Ça faisait longtemps. Ça en prend de temps en temps. Saint-Jay! Alors, il y a Isa Pichette qui nous a écrit genre, voici ce qui se passe à Saint-Jérôme en ce moment. Puis c'est juste un screenshot de TVA Nouvelles. Puis le titre, c'est « Il déclenche une poursuite policière pour un 6-pack de Corona à Saint-Jérôme. » Une poursuite policière? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai pas cherché plus. Je trouve ça juste vraiment drôle. Le titre, ça a fait ma journée. Fait que merci, Isa, pour nous avoir updaté sur la situation de Saint-Jérôme. Policière, c'est beaucoup, là. Quand même. Pour un 6-pack. Pour un 6-pack. C'est quoi, genre 15$? Genre. C'est vrai que c'est rendu cher, mais... Non, mais là, genre. Mais quand même, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Jérôme, la gang? Je sais pas. On a reçu un courriel il n'y a pas longtemps d'une personne qui, je me rappelle plus de son nom, j'avais retrouvé. Qui nous dit des choses positives sur Saint-Jérôme. Des choses vraiment positives sur Saint-Jérôme. Mais évidemment, on lit pas les choses positives. C'est moins drôle. Ben, on les lit. Oui, on les lit, mais on les dit pas. On les dit pas. C'est pas vrai. Il y a une fois, on avait dit quelque chose de Oui, à un moment donné, on a dit c'est positif. Mais là, c'est parce que Colin, je sais pas. En tout cas, mais il y a du mais... positif. Mais il y a des choses très drôles aussi. Ah, c'était Laurence. Merci beaucoup, Laurence. Elle nous avait écrit que il y avait... elle a habité là toute sa vie, puis qu'il y avait des beaux quartiers, des belles maisons. Le quartier Bellefeuille, ça a l'air, c'est un beau quartier. Elle disait qu'il y a des beaux parcs. Le parc Nature Jérôme.
Il y a aussi beaucoup de pistes cyclables. Puis elle dit, notre centre-ville, il y a beaucoup de travaux depuis 4-5 ans. Il se refait une beauté. Puis elle dit, j'espère vous avoir convaincu de tous les pas aux côtés de Saint-Jérôme. Merci, Laurence. On apprécie. Tu sais, on les lit, ceux-là aussi. Oui, c'est on les lit. Plus drôle. Mais c'est pas drôle parce que c'est des vraies choses. OK, j'arrête. Ouais. On aime Saint-Jérôme. Ben oui. Puis sinon... Potin numéro 2. Ouais, potin numéro 2, on avait... quelqu'un qui nous écrit à propos de la fusillade de Moncton. Là. On a fait... Mel t'avais raconté l'histoire. Il dit « Crime de potin. L'agent Mathieu Daigle, c'est le beau-frère de mon meilleur ami. Il a perdu son partenaire dans la tragédie et après 1 an d'arrêt pour des séquelles post-traumatiques, il a reçu la médaille de bravoure. Oh. Oui, fait que bravo Mathieu. Puis il dit évidemment, ce genre d'événement ne s'oublie jamais. Il travaille encore dans le même district. Et il dit merci pour votre podcast. Je tripe solide à vous écouter avec mon écouteur au travail. Il a mis un petit chut, comme s'il n'avait pas le droit d'écouter le podcast au travail. Pas son nom. À ce rythme, d'ici quelques jours, je devrais être à jour. Bon. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, oui, bravo Mathieu. Puis c'est hot qu'il soit retourné travailler, tu sais. Ouais. Encore à la même place, la même job, genre après un traumatisme de même, c'est fou, là. C'est vraiment courageux. Wow. Bravo Mathieu. Voilà. Il y en a des bonnes nouvelles dans le monde. Oui, quand même. Le segment de la bonne nouvelle. Non, c'est la bonne nouvelle TVA. Ça existe ça encore? La bonne nouvelle TVA. En plus, le truc de Saint-Jérôme, c'était sur le site de TVA. Oui, c'est vrai. Un CISPAC qui nous poursuit de policière. Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Ah, l'histoire de l'Abitibi! Oui! Il y a plusieurs auditeurs qui l'ont suggéré, celle-là. Fait que quand j'en cherchais une pour l'Abitibi, c'était comme celle-là qui ressortait. OK. Alors, c'est le meurtre de Sandra Gaudet. Ah oui, j'ai vu passer. Aussi connue sous le nom de l'énigme de Val-d'Or. Alors, mes sources, Wikipédia, Radio-Canada. Et j'ai écouté des entrevues avec Jean-Claude Bernheim, qui a écrit un livre, en fait, sur le cas qui s'appelle Le meurtrier sur mesure, l'énigme de Val-d'Or. Okay. J'avais vraiment envie de le lire. Mais bon, j'ai comme pas eu le temps. Sinon, justement, ils ont fait une série documentaire basée un peu sur le... avec... bon, comme... Ils ont fait une série... Eh boy. OK. Ils ont fait une série documentaire qui s'appelle Meurtrier sur mesure, qui est basée sur le livre, puis en collaboration avec Jean-Claude Bernheim. Et j'ai réussi à écouter le premier épisode sur cube.ca. QUB.ca. OK, c'est ça qui t'a bugué, il n'y a pas de... Ça s'appelle Cube. Comme Cube, en tout cas. Cube. Ouais, Cube. Mais je trouve ça bizarre comme nom. Mais il y avait juste le premier épisode, puis toutes les autres, je pense, sont sur une affaire de câble, là, que, genre hélico, là. Fait que ça une affaire que j'étais là, vous faites chier, vous faites chier, je vais écouter le reste, puis je peux pas. Une affaire de câble. Ouais. Genre. La télé? Ouais. Mais tu sais, hors club illico, là. Une affaire que mes parents ont, mais pas moi, là. Une affaire, ça. D'accord. Je vais pleurer. Tu sonnes tellement montréalaise bobo. Moi, j'ai pas ça, la télévision. OK. Bon. Un peu de sérieux? OK. Alors. J'ai regardé Mel, puis je savais qu'elle allait rire. OK. OK. Alors, l'histoire commence. C'est pas drôle, là. Non. Un peu de sérieux. OK. Alors, l'histoire commence la nuit du 9 mars 1990. Je venais juste de naître. Ouais. T'avais 1 mois. Presque. Ouais. Je dis à chaque épisode, ma fête, c'était 10 février. Et tabouais. OK, désolé. Alors, oui, le 9 mars 1990 à Val-d'Or, en Abitibi, Témiscamingue. Alors, environ à 500 km au nord de Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas. Sandra, 14 ans,
c'est une bonne petite fille, elle est bonne à l'école, elle est à son affaire, participe à beaucoup d'activités. Pourquoi tu prends toujours des histoires avec des jeunes? Je sais, c'est tout le temps Donne-nous un ça. break. Donne-nous un break. Mais je vois, je check une histoire, puis c'est comme, ah, ben, c'est tout le temps ça. Donne-nous un break. Prochaine fois, Prochaine promis, fois, promis. si tu nommes un enfant, j'arrête le podcast. OK. Il n'y aura pas d'épisode dans 2 semaines, la gang. Si elle a fait un autre épisode sur un enfant. OK. Non, sérieux, c'est des histoires vraiment tragiques, ça. Ouais, vraiment. OK, 14 ans. Continue. Ouais. Sa maman a dit en entrevue, elle ne courait pas, elle gambadait. Oh. Tellement cute. Alors, Sandra passe la soirée avec son copain de l'époque, Steve Fortier. Puis lui, il gardait, dans le fond, fait comme aller leur rejoindre là où il gardait. Puis après ça, sont allés chez lui. Mais là, bon, elle a juste 14 ans, fait qu'il fallait qu'elle rentre coucher à la maison. Fait que vers minuit, elle quitte le domicile de Steve pour se rendre chez elle à pied. Fait que la distance, c'était 1,7 km. Fait qu'à peu près 20 minutes, là. C'est pas très loin. Pas une grosse marche. Mais tu t'en doutes, elle s'est jamais rendue chez elle. Pas. Alors, le matin du 10 mars, après une nuit d'angoisse, Denise Gaudette, la mère de Sandra, elle appelle la police pour déclarer la disparition de sa fille. Dans la même matinée, dans le fond, le 10 mars encore, il y a un camionneur, Martin Dufour, et sa femme, Judith Laurando, qui remarque qu'il y a des vêtements sur le bord du chemin de la baie Carrière. Oh. Les vêtements sont comme juste vraiment genre garochés là, sur le bord de la route. Sur le coup, ils s'arrêtent pas. Des trucs sur le bord de la route, là, tu t'arrêtes pas à tout. Mais plus tard dans la journée, ils prennent le temps de s'arrêter puis juste examiner un peu les vêtements. Ils n'ont pas trouvé de pièces d'identité. Fait que bon, sur le coup, ils font rien. Mais là, le lendemain, le 11 mars, là, ils repassent vers midi puis les vêtements sont encore là. Et en après-midi, ils entendent à la radio qu'on recherche Sandra Gaudette. Puis c'est là qu'ils font comme « Oh shit », puis ils ont contacté les policiers. Alors la police se rend sur place, examine les vêtements qui correspondent aux vêtements que Sandra portait au moment de sa disparition. Ils remarquent qu'il manque une petite culotte et ses bottillons qu'ils ne retrouveront jamais. Hein? Oui. OK. Le 12 mars au matin, le sergent Gilles Gagné quitte le poste de police vers 8h25 pour aller ratisser le périmètre autour de l'endroit où les vêtements ont été retrouvés. Alors là, au début, sur le bord de la route, il check. Il finit par apercevoir du brin de scie, un paquet de cigarettes et un bout de papier. Ensuite, il voit un pied qui sort de la neige avec une petite chaussette noire. Et là, il s'avance un peu, puis là, il remarque que c'est comme un peu plus loin du chemin. Là, fait que là, il s'avance un peu, puis il voit qu'il y a des traces dans la neige. Puis lui, il avance, puis à un moment donné, il cale jusqu'au genou. Là, c'était quand même creux. Puis là, quand il s'avance, ben là, il voit comme un autre pied. Puis là, bon, il se doute que c'est le corps de Sandra qui se retrouve à 8 ou 9 mètres de la route environ. Fait que c'est à 9h qu'il signale avoir retrouvé le corps nu de Sandra et sur le chemin de la baie Carrière à Val-d'Or. C'est environ à 2 km de chez elle. Et son corps était comme à moitié sous la neige et l'autopsie va révéler qu'elle a été étranglée et agressée sexuellement. Fait que là, évidemment, pauvres parents et toute la communauté est sous le choc. Là, c'est pas une grosse ville, Val-d'Or. Là, beaucoup de monde qui se connaissent. Là, c'est environ 30 000 personnes. Là, OK. Puis là, dans le documentaire, le premier épisode que j'ai réussi à écouter, là, le professeur de Sandra à l'époque, là, il témoigne, puis il dit elle était à la polyvalente du Carrefour, pour ceux qui habitent l'Abitibi et qui connaissent. Puis il dit que la place de Sandra est restée libre jusqu'à la fin de l'année scolaire. C'est tellement triste. Oh, moi. Alors là, l'enquête. Là, évidemment, il y a beaucoup de pression sur la police. C'est un crime vraiment horrible d'une jeune fille, c'est une petite communauté, c'est vraiment, tout le monde est vraiment touché, puis on veut vite trouver un responsable.
Alors, la police commence par analyser les relevés de pesée de camions qui sont passés par là dans la nuit du 9 au 10 mars. OK. Ben, parce que, bon, ceux qui connaissent pas, ceux route, qui viennent de l'extérieur du Québec, vous savez peut-être pas, mais l'Abitibi, dans le fond, c'est une région où il y a beaucoup de camions, il y a beaucoup de coupes forestières, donc c'est ça, il y a beaucoup de transport de camions qui se fait dans ce coin-là. Fait que là, ils veulent savoir c'est qui les camions, peut-être que les gens ont vu, pour rechercher des témoignages, dans le fond, pour savoir c'est qui est passé par là. Alors là, il parle à Martin Dubreuil, un des camionneurs qui est passé par là cette nuit-là, et il dit que il a vu une voiture rouge qui se trouvait arrêtée sur le bord de la route cette nuit-là. Okay. Puis il y a plusieurs camionneurs qui disent avoir vu la même chose, une voiture rouge. Puis c'était son collègue Donald Saint-Pierre, un autre camionneur qui avait fait remarquer, c'était comme parler sur la radio, je sais pas trop. Comment tu vis, il y a un char. Monsieur Saint-Pierre, il était accompagné de son fils de 14 ans, Carl, cette soirée-là. Alors, les policiers vont parler au Saint-Pierre, qui se rappelle les deux d'avoir vu un véhicule rouge. Le 13 mars, ça c'est le 12 mars. Fait que là, le 13 mars, Donald Saint-Pierre, le camionneur, il rappelle les policiers et dit « je me souviens mieux du véhicule maintenant. Parce que mon fils, il m'en a pointé un aujourd'hui qui ressemble à ce qu'on a vu. Puis c'est un tracker rouge avec le toit blanc. » Tracker, c'est moi qui connais zéro rien en char. Là. J'ai aucune idée c'est quoi. Ça ressemble à un genre de petit Jeep. Là. OK. Puis, il en dit aussi plus aux policiers. Il dit « Ah, mais je connais quelqu'un qui a une voiture de même, c'est Laurent Taillefer. » Puis, en plus, il est un peu bizarre. J'ai déjà entendu parler contre la société et le gouvernement. Bon. Fait que là, boum, les policiers se concentrent sur Laurent Taillefer. Il amène le jeune Carl, le jeune Saint-Pierre, voir un hypnologue pour avoir une déclaration. Puis là, avec cette déclaration-là, ils réussissent à avoir un mandat puis aller fouiller chez les Taillefer. Le 17 mars, la police demande à Laurent Taillefer de les suivre au poste de police pour un interrogatoire. Fait que là, pendant ce temps-là, ils perquisitionnent son appartement, son véhicule. Ils font passer un polygraphe. Ils acceptent des prélèvements d'ADN. Puis apparemment, ils savaient même pas... Laurent, il savait même pas à ce moment-là c'était quoi, de l'ADN. Genre. En 90, c'était quand même nouveau comme technologie. Lui, c'était un camionneur. Aucune idée. Là. Il était comme... Oui, il savait même pas à quoi il disait oui, dans le fond. Après l'avoir interrogé pendant des heures, il le menotte et l'amène là où Sandra a été retrouvée. Il est dans la neige jusqu'aux cuisses, les mains menottées dans le dos. Et le policier qui est avec lui, il tire un coup de fusil dans les airs pour lui faire peur. Ils finissent par le relâcher. Je suis pas sûre que c'est très protocolaire, ce truc-là. Tu vas voir. Ils finissent par le relâcher. Finalement, semblerait que ça pouvait pas être Laurent Taillefer qui conduisait son véhicule ce soir-là. Je pense qu'il y a comme... Parce qu'il justement, il conduisait son camion ailleurs. Puis... Mm-hmm. Alors, c'est là que les policiers se tournent vers... qui d'autre qui aurait pu conduire le véhicule? Ils se tournent vers son fils, Billy. Billy Taillefer, qui a 23 ans. Et l'ami d'enfance de Billy, qui s'appelle Hugues Duguay, qui a 21 ans. OK. 1 mois et demi plus tard, ils arrêtent Laurent Taillefer, Billy Taillefer et Hugues Duguay. Ils sont accusés les 3 du meurtre de Sandra. Les 3? Ouais. OK. Ça sort d'où? Ça sort... Tell me. Ça sort rapidement, mettons. Le 27 avril, Billy confesse et signe une déclaration incriminante pour les 3 suspects. Hugues, lui, il est convaincu, la police l'a comme convaincu que, oui, il l'a fait, mais que son cerveau a supprimé les événements de sa tête. Il se rappelle plus de rien. Ouais, mais il dit... mais il avoue. Il est comme, ouais. OK. Au procès, là, les 3 hommes déclarent avoir livré un faux témoignage à cause de la pression des enquêteurs qui était insoutenable. Puis là, c'est quoi les preuves? Ben, t'as les témoignages, que les 3 disent que c'est des faux témoignages, et une voiture qui aurait ressemblé à celle de Laurent. Alors, chacun d'eux disent que les 2 autres mentent? Non, là, les trois retirent leur témoignage. Ah, ils retirent. Les 3 disent comme j'ai signé des choses, mais c'est pas vrai. Genre, je l'ai juste dit parce que les policiers me mettaient de la pression, dans le fond. OK. Je veux dire, ils ont amené Laurent dans la neige menotté. Ouais. Puis, tu peux pas faire ça. J'ai pas fini.
Puis pendant le procès, il y a aussi une autre des preuves que la couronne présente, à part les témoignages. C'est qu'il y a un médecin légiste qui vient témoigner et il dit qu'il y avait des morsures qui ont été retrouvées sur le corps de Sandra. Il y aurait eu une morsure au sein et une à la vulve. Arc. Et il dit qu'il a pris les mesures et que sans doute raisonnable, cette morsure a été faite par Hugues Duguay. OK. Le 1er février 1991, Billy Taillefer et Hugues Duguay sont reconnus coupables du meurtre prémédité et condamnés à prison à vie. Hey, ça fait 1 an rendu là? Ouais. Quasiment? Ouais. Et de son côté, Laurent Taillefer, il a été accusé de complicité après le fait. Puis finalement, 6 ans plus tard, ça s'est réglé. Et à la suggestion de son avocat, il a fini par accepter de plaider coupable à une accusation d'entrave à la justice. Et il a finalement juste écopé d'1 semaine en prison avec sursis. Duguay? Le papa, dans le fond. Laurent. OK. Fait qu'il y a juste, finalement, Laurent, il a plaidé coupable à entrave à la justice. Puis c'est tout ce qu'il y a eu. Fait que là, tu te dis, Je suis un peu bon, perdue. fini. Les méchants sont en prison. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non. Ça finit pas là. Colin. C'est là que, c'est ça, tu sais, je commençais à rechercher le cas. Je suis là, voilà. Puis là, à un moment donné, tu es comme, oh, OK, attends. C'est là que ça commence, en fait. Hein? Fait que là, Billy et Hugues, qui sont en prison à vie, ben là, eux, ils lâchent pas le morceau, puis ils arrêtent. Depuis qu'ils sont fait relâcher par les policiers, en fait, là, eux, ils disent qu'ils sont innocents, puis que leur témoignage a vraiment été juste comme Dû à la pression du dû à la policier. pression, ouais. Alors, les avocats portent la cause en appel, mais l'appel est rejeté pour Billy et un nouveau procès est finalement ordonné pour Hugues Duguay, qui finira par plaider coupable à des accusations réduites d'homicide involontaire en 1995, se disant que c'était la seule chance de pouvoir sortir plus tôt. OK. Et finalement, il reste quand même en prison, mais mettons, sa sentence est Ben, c'est réduite pas très long, vu que c'est homicide involontaire plutôt que meurtre premier. Ouais. Alors là, en 98, donc ça fait 7 ans qu'ils sont en prison, la commission Poitras, qui était une commission qui enquêtait sur la sûreté du Québec pour voir les choses pas correctes je te vois venir. qui se font dans la police. Dans son rapport, on apprend que des informations favorables à Billy Taillefer et Hugues Duguay ont été cachées à la défense. Là, Si tu me dis que le meurtrier, c'est une police, je tombe en bas de ma chaise. alors, qu'est-ce qui cloche dans ce qui s'est passé dans cette enquête-là? OK? Là, c'est Jean-Claude Bernheim là, que je t'ai dit qu'il a écrit un livre là-dessus. Là. C'est comme... J'ai pas lu le livre, fait que j'ai pas tous les détails, mais mettons, j'en ai quelques-uns importants. Alors, on va commencer par le fameux témoignage qui a mené au véhicule de Laurent Taillefer. Parce que c'est ça qui, apparemment, ont fait que les policiers se sont focalisés sur lui. OK. Alors, le 12 mars, on revient au début de l'enquête. Le 12 mars, Donald Saint-Pierre, le camionneur, lui a commencé par dire aux policiers qu'il avait vu une petite voiture rouge. That's it. Il n'y avait pas de toit blanc. Là. OK. Puis, on Ils ont s'entend modifié les infos. quand tu passes en camion, là, ce Tu vois le toit. tu vois le toit. Là. Fait que lui, il avait juste dit une voiture rouge, puis tous les autres camionneurs, ils ont tous dit une voiture rouge aussi. Il n'y a personne qui a parlé de toit blanc. OK. Le 13 mars, OK, là, les heures sont importantes. À 7h10, les policiers sont en train de prendre des photos du tracker rouge et blanc de Laurent Taillefer, de la plaque d'immatriculation et de la plaque décorative avec un fond rouge. À 7h20, ils vont ramasser Carl Saint-Pierre, le petit de 14 ans qui était dans le camion avec son père cette nuit-là, Ouais. puis ils l'amènent d'abord sur les lieux où ils ont retrouvé le corps de Sandra, ensuite chez un concessionnaire automobile pour lui présenter des sidekicks, là, qui est comme un autre genre de voiture, puis chez un autre concessionnaire pour lui montrer des trackers. Il lui montre ensuite une plaque d'immatriculation du garage, puis une plaque décorative avec un fond rouge. Ensuite, ils prennent sa déclaration. Et c'est là que Carl a mentionné le tracker avec le toit blanc et la plaque décorative avec un fond rouge. Ben voyons donc. Ah! À 9h15,
Donald rappelle les policiers pour leur dire « Je me souviens mieux du véhicule parce que mon fils m'en a pointé un aujourd'hui. » C'est genre subliminal dans leur cerveau. Ouais. Parce que là, tu sais, selon l'enquête, ils se sont penchés sur leur entaille-fer parce que Donald les avait appelés pour dire « Ah, mon fils m'a dit ça. » Tout est basé là-dessus. Mais non, dans le fond, c'est eux qui ont parti ça en mettant ça dans la tête de Carl. Et puis le petit pet, il a 14 ans, c'est ça qui est facilement influençable. Ben oui. Puis c'est 2 jours plus tard que Carl il est amené chez un hypnologue. Puis évidemment, les souvenirs qu'il a dans la tête, ben sont pollués parce que les policiers ils ont 100%. Ils ont montré ces images-là, tu sais. Uh-huh. C'est ça, tu sais, dans le documentaire, mettons, il interroge un autre hypnologue policier, genre, puis il dit comme normalement des cas comme ça, on peut pas faire de l'hypnose, leur mémoire, les souvenirs sont pollués, ça sert à rien. C'est biaisé, là. C'est ça. Puis c'est à partir de ça qu'ils ont eu un mandat pour aller fouiller puis arrêter leur entaille-fer. Ah! Mais depuis quand un policier arrête quelqu'un, va chercher un petit l'amène dans un concessionnaire automobile? 2 fois? Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ça, premier point. Deuxième point. Aussi, j'ai une liste aujourd'hui. Le médecin légiste là, qui a témoigné sur la morsure. Ouais. C'était M. Dorion. Alors, lui, il a dit que les empreintes dentaires fitaient avec celles de Hugues. Mais quand il est confronté, plusieurs années plus tard, ben, on se rend compte qu'il n'avait pas pris des morsures sur le corps. Puis, on se rend compte aussi qu'il avait gardé certaines notes chez lui, plutôt qu'au bureau, déjà bizarre. Et dans les notes qu'il y avait chez lui, ça dit que les empreintes dentaires pourraient appartenir à n'importe qui. Impossible de déterminer qui. Et dans le procès, il a dit, et je cite, « Sans doute raisonnable, cette morsure a été faite par Hugues Duguay. » Fait qu'il a menti en cours. Mais payé par qui? Je veux savoir. La couronne, tu sais. Mais... Puis, tu sais, lui, il est encore considéré comme un expert aujourd'hui, là. Il a témoigné dans d'autres procès, là. Il n'a pas perdu sa job. Non. Ben voyons. Jusqu'à date, semble sa crédibilité nulle. Ouais. Là, une autre des preuves qu'il y avait dans le procès, c'est un spécialiste qui aurait dit que Sandra avait mangé des bonbons avant sa mort, parce qu'elle en avait retrouvé dans son estomac. Puis qu'on a trouvé des bonbons chez les taille-fer. Mais ce qu'il a dit pendant le procès, ce qu'il n'a pas dit pendant le procès, en fait, que c'était pas les mêmes bonbons. Pas les mêmes, ouais. Fait qu'en fait, il a pas écrit de rapport là-dessus parce que sinon la défense aurait pu avoir ce rapport-là qui justement contredisait la preuve. 4e point. Ah, c'est cave de même. Ah, c'est elle a mangé du spaghetti, ils ont des spaghettis chez eux. Ils ont des elle a mangé des spaghettis, mais eux, ils ont des penne chez eux. C'est eux. C'est ça, c'est eux. Voyons. La confession de Billy. Fait que là, tu sais comment ils ont traité Laurent, de l'amener lui faire peur dans la neige puis tout. Ben, Billy, il y a une équipe spéciale venue de Montréal qui est venue pour l'arrestation. La police a emmené Billy dans un pit de sable pour le violenter et l'intimider avant de l'amener au poste pour qu'il fasse sa déclaration. Il y a un témoin indépendant qui travaillait dans le secteur puis qui a vu une voiture de la SQ inspecter le pit de sable avant d'amener Billy, genre. T'sais, il avait comme préparé leur coup de l'amener là. Puis la police, en fond, elle a rédigé la déclaration, puis ensuite, elle a forcé Billy à la signer. C'est même pas lui qui l'a écrite. Oh my God. 5. Le matin... Pas fini? Non. Le matin de la découverte du corps, qui aurait eu lieu autour de 9 h, selon les rapports, mais à 9 h, il y avait déjà des policiers qui faisaient la circulation, puis un camion de pompiers avec une échelle pour prendre des photos. Fait qu'il y a comme de quoi qui marche pas dans le timeline de la déclaration des policiers, tu sais. Comme s'il l'avait trouvé plus tôt, au final. Je sens mot. Le trajet de Sandra que la couronne a présenté pendant le procès, genre, il disait que en quittant chez Steve, elle serait dirigée par un chemin qui la faisait passer devant chez les taille-fer. Mais ce chemin-là a comme aucun sens. Là. C'est sûr qu'elle a pas fait ça. Puis, 9
a fait celle-là. Hugues et Billy n'étaient même pas à Val-d'Or le soir du meurtre. Ben voyons donc. Ils étaient à Sainte-Terre, qui est une ville un peu plus loin, et il y avait un bon alibi. C'était quoi? Ben, je sais pas exactement, mais il y avait un bon alibi, des gens qui pouvaient corroborer. Puis pendant le procès... Il était même pas là? Il était même pas dans la même ville. Puis le gars, il est condamné prison à vie. Puis pendant le procès, apparemment que le juge a tout fait pour empêcher que la défense présente correctement cet alibi-là. What? Il était même pas là. Je capote. OK, 10. C'est pas fini? C'est pas fini. J'arrive quand même au bout, là. Mais à un moment donné, quand dans les témoins qui ont interrogé, il avait fait un line-up avec 2 photos. Tu sais, mettons, de Billy puis genre un autre. Tu sais, au lieu de faire un line-up de genre 10 photos, là, tu sais, comme tu fais d'habitude, ouais. la police a présenté un line-up avec 2 choix. C'est vraiment pourri. Là. Ben voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Et 11, la police a... La police a caché les témoignages qui contredisaient leur théorie. Quand l'avocat de la défense a demandé la liste des témoins rencontrés, on ne voulait pas leur donner. Puis la réponse finale de l'avocat de la couronne a été « Si vous voulez connaître ces noms, ben passez une annonce à la radio. » Hein? C'est quoi le rapport? Ben genre, tu sais, pour, mettons, appel à témoins, genre ceux qui ont témoigné. Hein? Genre, la couronne voulait pas donner la liste des témoins rencontrés à la défense. Ben voyons. C'est capoté. Ça n'a pas de sens. Ah, c'est quoi ce code marde-là? Tu sais, 12. La police a caché tout ce qui contredisait leur théorie à la défense et aux témoins. Fait que, tu sais, dans le fond, les expertises scientifiques, là, les cheveux, ADN, empreintes, poils, sang, tout négatif. Il y a pas, tu sais, ils n'ont jamais pu prouver que Sandra, elle a été chez les Taillefer ni dans la voiture. Ils n'ont rien. Il n'y a rien de physique qui pouvait pointer vers ça. Comment ça se fait que le gars, il a eu prison à vie? Je sais pas. Le juge, il était in on it aussi? Peut-être. Parce que... Mais en même temps, c'était devant le jury. Fait qu'ils ont comme réussi à convaincre le jury. Mais tu sais, en disant, mettons, en amenant des faux... des vrais experts, mais qui font des faux témoignages. Tu sais, t'as un médecin super spécialisé qui dit hors de tout doute raisonnable, ça... c'est ses dents sur le corps de Sandra. T'sais. Ouais, j'avoue, c'est ou quand genre, même hors de convaincant. tout doute raisonnable, elle avait mangé les mêmes bonbons qui se trouvaient chez les Taillefer. Fait que l'information que le jury a obtenue, c'était pas... C'est des spécialistes. C'est des mensonges. Ouais. Puis ils ont toutes pas obtenu les preuves qui contredisaient ça. T'sais. Mais ouais, que le juge, il a pas fait... Ah, sac. Puis, ben, tu sais, ça... C'est pas si surprenant quand on pense que la police de Val-d'Or, dans les années 90, avait particulièrement beaucoup de problèmes de corruption et d'abus de pouvoir. Genre, c'était reconnu. En 2002, la police municipale a été remplacée par la SQ de Val-d'Or, qui était pas vraiment mieux. On se rappelle en 2015, je sais pas si tu avais écouté l'émission d'enquête qui révèle des abus de pouvoir, des sévices sexuels et intimidations sur des femmes autochtones à Val-d'Or. Ça me dit quelque chose. Mais... C'est sorti, là, c'était genre un gros scandale. Là, genre, c'est ça, abus sexuels sur des femmes. Des fois, ils prenaient les femmes puis ils amenaient genre en voiture plus loin puis ils les droppaient genre en plein hiver comme dans le bois puis ils étaient comme, ben, marche pour rentrer puis ils étaient genre à des kilomètres de chez elles, genre. Tout à Val-d'Or. Ouais. Fait que sachant ça, c'est pas si surprenant. Fait que là, bon, tout ça est sorti au grand jour. Fait que là, en 2002, la Cour suprême accepte finalement de se pencher sur le dossier et ordonne un arrêt des procédures pour Hugues Duguay en 2003. Fait qu'en fait, il s'est fait libérer à ce moment-là. Fait qu'en fait, parce que sa sentence de prison, c'était 12 ans vu qu'il avait plaidé coupable à des charges moins graves. Fait qu'il est sorti en 2003. Et un nouveau procès a été demandé pour Billy. Fait que le deuxième procès qui a été demandé pour Billy, en fait, il n'y aura jamais eu lieu parce que finalement, la couronne soutient ne plus avoir assez de preuves pour convaincre un jury hors de tout doute raisonnable. Oui. Quelle surprise.
Fait qu'en 2006, à l'été 2006, un juge de la Cour suprême reconnaît que les aveux de Billy Taillefer et Duc Duguay n'étaient pas recevables. 15 ans, pareil. Quand même, 15 ans de prison. Et finalement, fait qu'il y a seulement Billy qui a obtenu officiellement un verdict d'acquittement. Hugues Duguay il a plutôt obtenu un arrêt des procédures, qui est comme pas officiellement un acquittement. Mais, il aurait dû. Oui, il aurait dû en crise. Aujourd'hui, Hugues et Billy poursuivent la ville de Val-d'Or, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, et la Sûreté du Québec en dommages et intérêts pour 80 millions de dollars. Leur procès s'est ouvert en septembre 2022. OK. Mais j'ai comme pas vu d'autres nouvelles depuis. Fait que je sais pas, c'est peut-être pas fini. Je sais pas, c'en est où, s'ils vont réussir à recevoir quelque chose pour leur... Ils sont encore en procédure. Ouais, ils sont comme encore en procédure J'ai hâte que ça sorte, ça. Ouais, Voir s'ils ont gagné. Ouais. Hey, t'as gâché des vies, là. Ben, vraiment, là. Solide. Fait que là, on ne sait pas c'est qui... Ben, c'est ça. Mais là, c'est comme, OK, bon, cool, là, au moins les innocents sont sortis de prison, puis là, ils vont peut-être avoir un peu de réparation. Mais c'est ça, Sandra... On sait pas qui l'a tué. On sait toujours pas? On sait pas. On saura jamais. C'est encore irrésolu. Puis, en fait, le criminologue Jean-Claude Bernheim, qui a écrit le livre Meurtrier sur mesure, l'énigme de Val-d'Or, ben lui, il réclame qu'il y ait une nouvelle enquête pour trouver le meurtrier de Sandra. Puis, en fait, lui, Jean-Claude, il est convaincu que la police sait c'est qui le coupable. Puis qu'ils ont vraiment fait ça. Ils ont fait ça pas exprès pour protéger quelqu'un. Ah, c'est un que ce serait quelqu'un dans la police, probablement. 100%. C'est sûr. Pourquoi il ferait tout ça? Pourquoi il ferait monter une escouade de Montréal pour aller tabasser le petit dans un pit de sable? Tu sais, des fois, ça arrive que les policiers ils ont une vision tunnel, puis comme, c'est pas qu'ils font pas exprès pour mal faire, mais ils sont tellement convaincus que c'est cette personne-là qu'ils vont un peu, comme, ignorer des indices parce qu'ils ont trop la vision tunnel, tu sais. Ouais. Mais dans ce cas-là, c'est plus que de la vision tunnel. Ils ont fait vraiment par exprès. Comme, c'est impossible. Étape par étape, ça, par là. étape. Là. Ils ont trop caché, ils ont trop, tu sais. Tu n'as pas oublié un ou deux détails. Là. Je veux dire, tu viens d'en nommer 12. Oui. Puis c'est ça. C'est des gros trucs, là. Ouais, puis tu sais, c'est ça, il y a un livre complet d'erreurs de même, là. Tabarnouche. Genre, c'était n'importe quoi, là. Et je leur souhaite de gagner en cours, en tout cas. La pauvre famille qui a toujours pas de. Mais c'est ça, la pauvre famille de Sandra, tu sais, qui n'ont pas de réponse. Puis au début, eux, ils étaient convaincus que c'était Billy puis Hugues, mais là, finalement, comme quand tout ça est sorti, ben là, ils se sont rendus compte que c'était pas eux, mais que là, au final, il y a toujours un meurtrier qui court. Ça rouvre une plaie. Ouais. Tu pensais qu'il était... Puis là, c'est ça, il y a un mouvement citoyen qui a été créé là, qui s'appelle Sandra Gaudet, la population exige des réponses. Fait que ça réclame une enquête publique sur le meurtre de Sandra. Puis justement, il y a le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, de qui j'ai parlé la dernière fois, et le journaliste Claude Poirier, évidemment, qui affichent leur appui pour cette cause-là. Fait que, ben moi, je joins ma voix à ce mouvement parce que 100%. Ça prend une enquête. Faut rouvrir ça complètement. Il y a un meurtrier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une enquête? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Je sais pas. Aïe, aïe. Hey, je capote. Ouais. C'est tellement wrong, ça. Avoue, c'est tellement fâchant. Puis là, tu sais, vu que au final, on a comme plus parlé des erreurs judiciaires que Billy et Hugues ont subi que de Sandra. Fait que c'est comme si Sandra était oubliée là-dedans, tu sais. 100%. Oh mon à cause de la job de marde. Croche, de marde de la police. Ne pesons pas nos mots. C'est une job de fucking marde. Pour vrai, c'est une épée. En fait, c'est une job d'artistes qui ont fait à cacher tout ça. Ouais. C'est de l'art, là. Ils se sont donnés, là, les petits gars, là. Mais c'est fou. Enfin, je commençais à rechercher l'histoire. Plus, je pensais pas que ça allait être une histoire aussi comme intéressante et pleine de rebondissements. Là. J'étais comme, ça donne ben pas de bon sens. On essaie de trouver qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais, mais c'est ça. J'essayais de voir s'il y avait une pétition, mais non, j'ai rien vu de spécial. Mais en tout cas, juste en parler puis dire que ça n'a pas de bon sens puis qu'on se rappelle de cette histoire-là puis qu'on l'oublie pas. Faisons entendre l'histoire. Ouais. Partagez le podcast. S'il y en a d'autres aussi qui ont fait des épisodes de podcast là-dessus, on va les partager, c'est sûr. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'ils rouvrent l'enquête.
C'est ridicule. Ouais. J'ai hâte de voir le procès. procès, comment ça va se terminer. Ouais, moi aussi. Tableau. OK. Ouais. Bonne semaine. Bonne semaine, ouais. Wow. Voilà, fait que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. Oui, continuez à nous écrire. On vous aime. On vous aime beaucoup. T'allais dire le vrai mot. Ouais, je sais. Pour qui tu te En plus, prends? c'est rendu, tu sais, dans mon téléphone, tu sais, je tape tellement souvent merci Binkou que c'est ça qui me propose. L'autocorrect? Ouais, maintenant, il l'a rentré dans ses mots, genre. Yeah! Quand j'écris merci, il me propose Binkou. On est rendu là, la gang. C'est grâce à vous. Oui. Nos autocorrects sont modifiés. Yes. On sait officiellement un mot. Ouais. On va passer une pétition pour que Binkou soit Soit entré dans le dictionnaire. gênant. OK, on y va. Bonne semaine. Bye! Bye! C'est fâchant. À chaque épisode qu'elle se raconte, je finis en crise.